Bonjour à tous, je m'appelle Audrey, je fais partie de l'équipe 4 et notre sujet était la politique actuelle du Japon en matière d'immigration ainsi que ses impacts. Je vais commencer par mentionner qu'on a fait de notre mieux pour englober tous les aspects qui avaient rapport avec le sujet, mais qu'à des fins de concision, on n'a pas pu aller en profondeur autant qu'on l'aurait voulu, alors les références et les liens, lorsqu'ils étaient disponibles, sont présents dans le bas des diapositives correspondantes si vous voulez en savoir plus. Au fil de l'histoire, chaque pays autour du monde a établi sa propre politique en matière d'immigration. Certains pays restent encore aujourd'hui très fermés au monde extérieur, comme par exemple la Corée du Nord. Selon un reportage de Radio-Canada en 2015, d'autres pays d'Asie comme la Chine et le Vietnam avaient une proportion très faible d'immigrants dans leur population. Même chose pour plusieurs pays d'Afrique, dont la Somalie. Et à l'autre extrême, certains pays avaient une population composée d'une majorité d'immigrants, mais il semblait que ceux-ci étaient là principalement pour travailler, pour accomplir des tâches indésirables pour les citoyens. Peu d'efforts ont été faits dans ces pays-là pour intégrer les immigrants, que ce soit pour le langage ou du côté de l'éducation. Pour ce qui était du Canada, toujours en 2015, il a été estimé qu'environ 8 millions d'immigrants se sont établis ici, donc environ 22 de la population totale. Le Canada a donc une proportion plus grande d'immigrants que les États-Unis et que les pays européens, et on peut le situer parmi les pays plus ouverts à l'immigration. Maintenant qu'on a une meilleure idée du spectre sur lequel se situent plusieurs pays quant à l'immigration, qu'en est-il du Japon? Alors voici quelques chiffres qui illustrent la situation actuelle du Japon quant à sa population. Selon les données de la CIA, il est 11e dans le monde en termes de nombre d'habitants, mais 64e pour le taux net de migration, et on peut voir ici que sa population est presque entièrement de nationalité japonaise. Entre 2008 et 2011, on a même pu remarquer un recul chez les populations étrangères établies au Japon. Pour votre information, voici les 5 principales nationalités de ces résidents étrangers. Pourquoi une si petite population étrangère et pourquoi cette diminution? En comparaison avec les autres pays d'Asie, on peut voir sur ce graphique tiré d'un rapport de l'OIM fait en 2020 que le Japon montre relativement peu de migration et que les immigrants représentent un si petit pourcentage de sa population qu'il est difficile de bien voir la bande bleue qui les illustre. Pourquoi si peu de migration? Pour bien illustrer la situation du Japon quant à l'immigration, on va d'abord parler brièvement des éléments de l'histoire qui ont influencé sa politique. Les premiers contacts avec d'autres nations, la politique Sakoku, la venue des Américains, la pression des autres pays puissants qui ont signé des traités inégaux avec le Japon et la situation de la population étrangère à partir des années 80. Ensuite, on va aborder la politique du Japon en matière d'immigration en tant que telle. Ce que ça prend pour visiter ou demeurer temporairement dans le pays en comparaison avec ce que ça prend pour s'y établir en permanence et aussi les statuts légaux. Il y aura aussi un mot sur les conséquences d'une violation des lois sur l'immigration et sur la double citoyenneté. Après ça, on va survoler les impacts de cette politique, le concept du racisme au Japon, l'intégration de la population étrangère, le vieillissement de la population nationale et l'influence sur le taux d'immigration et sur la proportion des habitants étrangers. On finira par réfléchir un peu à propos du futur de l'immigration au Japon. Et maintenant, je laisse la parole à Yusra. Bonjour, je m'appelle Yusra et je vais vous présenter les éléments historiques de l'immigration au Japon. Donc, on va commencer par la politique de Sakoku qui a été mise en place par les Tokugawa au XVIIe siècle. Durant cette période-là, les Ibériques commerçaient avec le Japon à travers les différents ports du pays. Puis avec les Japon venaient également les missionnaires catholiques. Le shogun, qui était au courant de ce qui se passait dans les Philippines, voyait la chose d'un très mauvais œil. En 1137-38, un soulèvement fait par des Japonais convertis au christianisme eut lieu. Le shogun mit alors en place la politique de Sakoku. Par conséquent, les Japonais n'avaient plus le droit de quitter l'archipel sans son accord. Plus personne pouvait aussi rentrer dans l'archipel sans son accord. Il expulsa les Ibériques et ferma tous les ports sauf celui de Nagasaki. À partir de ce moment-là, seuls les Chinois et les Néerlandais avaient le droit de marchander avec le Japon. Donc cette politique avait pour but de limiter, de contrôler les impacts avec l'extérieur et non de fermer le pays. Le Japon reste connecté avec le monde à travers les Néerlandais pendant plusieurs années. On va continuer avec l'occupation des Américains et les traités inégaux. Donc, en 1853, l'amiral Perry, un Américain, donna un ultimatum au shogun. Puis celui-ci n'avait pas le choix de céder dans le fond. Comme je l'ai mentionné, le Japon était au courant de ce qui se passait à travers le monde, donc il savait pour la guerre de l'opium en Chine, puis il ne pouvait pas se permettre qu'une telle crise se produise au Japon. Donc, il a mis fin à la politique de Sakoku et il y a eu l'ouverture des frontières pour ne pas devenir un pays colonisé
il fallait que le Japon se modernise rapidement en utilisant le modèle euro-américain. Les dirigeants du pays ont donc décidé d'envoyer des gens à l'extérieur du Japon pour étudier les différents systèmes politiques, médicaux, militaires et scientifiques. Ils ont également fait venir des spécialistes étrangers pour les aider à construire le pays. On va continuer avec le Japon, une grande puissance en Asie. Donc, en 1905, le Japon gagne la guerre russo-japonaise et acquiert une nouvelle renommée. Avec cette victoire, il n'y a plus de questions à se poser sur la puissance navale et militaire de l'archipel. En 1910, la Corée devient une colonie japonaise. C'est dans ce contexte que 2 millions de Coréens sont amenés au Japon comme main-d'œuvre. Étant administrés par le Japon, les travailleurs coréens avaient droit à la nationalité et donc avaient des avantages économiques, sociaux et culturels. En 1952, le Japon acquiert son indépendance, puis les travailleurs étrangers se retrouvent dépouillés de leur statut. Plusieurs d'entre eux ont décidé de retourner en Corée, mais puisque la situation du pays est encore difficile, près d'un demi-million sont restés au Japon. Après un accord signé entre les deux pays en 1965, 30 000 Coréens ont obtenu le statut de résident permanent spécial et en 1982, une nouvelle loi a permis à tous ceux qui n'avaient pas obtenu le statut de résident spécial d'avoir un statut de résident permanent général. On va continuer avec la population étrangère du Japon. Donc, jusqu'en 1985, l'immigration au Japon stagne et très peu d'étrangers immigrent vers l'archipel. La situation ne semble pas gérer la progression du pays puisque la main-d'œuvre est suffisante et que le Japon se concentre sur l'automatisation de leur production grâce à de nouvelles technologies. Donc, en voyant la situation changer, l'archipel entrevoit une possibilité de pénurie de main-d'œuvre. Cela coïncide avec une crise économique au Brésil. Plusieurs travailleurs non qualifiés cherchent un emploi hors du pays. En 1990, le gouvernement japonais met en place des lois pour faire venir les Brésiliens et les Péruviens de descendance japonaise. D'ailleurs, ils étaient les seuls étrangers à pouvoir immigrer dans un contexte de travail sans une qualification. En 2000, on peut compter près de 200 000 Brésiliens au Japon, ce qui les met en troisième position après les Chinois et les Coréens. Donc ici, on a la situation donc en 1985 et en 2019. C'est les principales nationalités qui habitent à Tokyo. Donc c'est pas l'entièreté du Japon, mais au moins on a une image. Donc on remarque qu'en 1985, c'était en très grande partie des Coréens. Il y avait aussi des Chinois et des Américains, donc durant l'occupation. Puis en 2019, on voit que il y a beaucoup moins de Coréens, il y a beaucoup plus de Chinois, mais qu'en grande partie, c'est des Asiatiques qui sont au Japon. Donc ici, cette section-là, on a le Vietnam, la Philippines, le Népal, Taïwan, Inde, Myanmar, la Thaïlande. Donc, on voit que ça reste là quand même des gens qui sont en provenance de l'Asie. Puis cette section-là, c'est autre. Donc, je vais laisser mon collègue Elias continuer. Merci. Dans cette partie, nous allons voir en détail la politique actuelle du Japon concernant l'immigration. Nous allons explorer les différents types de visas d'entrée, les différents statuts légaux et les critères requis pour l'obtention de ces derniers. Tout d'abord, il faut savoir quelles sont les différences entre un visa Sasho en japonais et le statut de résident Zeiryu Shikak en japonais. Un visa est un document qui permet aux étrangers de rentrer dans un pays à des fins professionnelles, personnelles ou touristiques. Il existe des visas court terme de 90 jours et moins, qu'on appelle aussi des visas temporaires, et des visas long terme, 90 jours et plus. Puisque le Japon est un État souverain, il peut imposer des conditions d'entrée aux ressortissants étrangers. Les visas auxquels le demandeur peut avoir accès dépendent d'une multitude de facteurs tels que sa nationalité, sa profession et ses motifs. L'obtention d'un visa permet une seule entrée au Japon, s'il est encore valide après avoir quitté le sol japonais. La validité du visa commence de son obtention et non lors du début de votre voyage. Un COE, Certificate of Eligibility en anglais, est un document qu'il faut obtenir avant d'appliquer pour certains visas, comme un visa de mariage, d'étudiant ou de travail qui dépasse le délai accordé par un visa temporaire. Le demandeur doit être parrainé par un citoyen ou une institution au Japon pour l'obtenir. Avec un COE, on peut obtenir une réponse à sa demande de visa en quelques jours plutôt que de devoir attendre des mois.
Ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un visa pour entrer au Japon. En effet, il permet aux citoyens de plus de 68 pays d'entrer sans visa pour une période de 14 à 90 jours. Par exemple, un Canadien pourrait aller au Japon en tant que touriste sans faire une demande de visa et y demeurer 90 jours. Par contre, dû à la COVID-19, plusieurs lois ont changé. En ce moment, seuls les citoyens des provenances indiquées dans le dernier point peuvent entrer au Japon sans visa afin de freiner la propagation du virus. Le Canada et les États-Unis font partie de cette liste. Que ça soit pour un long ou un court séjour, il existe plusieurs types de visas différents. En voici la liste de quelques-uns, on va en examiner certains ensemble. Pour avoir un visa de travail, il est obligatoire d'avoir signé un contrat de travail avec une compagnie et d'avoir un COI. Le Japon octroie des visas de travail pour les professions et métiers qui s'y trouvent sur cette liste. Nous avons par exemple les diplomates aux missions, tels que les Nations Unies. Pour les Canadiens, le visa vacances-travail est accessible grâce à une entente entre les deux pays. C'est un visa d'1 an qui n'est pas possible de renouveler ou d'allonger. Il donne la permission de travailler sans avoir obtenu au préalable une offre d'emploi, un contrat de travail ou un stage. Le visa de long séjour ou d'amusement est demandé pour des fins autres que celles qui sont couvertes par les autres visas. Il faut savoir qu'il y a toujours des particularités et qu'il est important que le demandeur fasse les différences entre les visas qui permettent d'occuper un poste rémunéré et ceux qui l'interdisent. Les 4 statuts légaux au Japon sont gérés par le Bureau de l'immigration, Nyukoku Kanri-yoku en japonais. Le Japon a un système d'immigration à points. Certaines caractéristiques du demandeur valent un certain nombre de points. Afin d'être considéré comme un candidat de choix, la note de passage est de 70 points. Je vous donne un exemple. Un doctorat vaut 30 points, mais un baccalauréat n'en vaut que 15. La principale différence entre les critères pour la résidence permanente et pour la citoyenneté est qu'il faut renoncer à ces autres citoyennetés pour accéder à la naturalisation complète. Afin d'obtenir la résidence permanente, le Japon a des critères spécifiques. En voici quelques exemples. Le processus d'obtention de la citoyenneté se nomme la naturalisation. Il est impératif d'avoir la résidence permanente avant de pouvoir appliquer pour la citoyenneté. Les principaux critères sont les suivants. Une personne qui n'obéit pas aux lois sur l'immigration du Japon pourrait risquer gros. Voici les 3 conséquences possibles d'une violation de ces lois. L'État japonais est un État de droit de sang. Cela signifie qu'un enfant qui naît prend la nationalité de ses parents et non la nationalité de la terre où il est né. Le Japon ne reconnaît pas la double nationalité. Les personnes ayant plus d'une nationalité, dont une japonaise, doivent, avant leurs 22 ans, renoncer à leur nationalité s'ils veulent garder leur nationalité japonaise. Toute personne appliquant pour un visa long séjour avec un passeport non japonais devra renoncer avant de faire sa demande et sa nationalité japonaise à l'ambassade. Eh bien, moi, je vais vous parler des impacts de la politique d'immigration du Japon. Eh bien, je vais parler premièrement de l'impact que la politique d'immigration au Japon a sur le racisme. Eh bien, au Japon, le racisme se voit en 2 façons. Le racisme traditionnel japonais et le racisme comme on le connaît, comme de tous les jours. Eh bien, pour le racisme traditionnel au Japon, c'est un racisme sans race, qui vient avec les différences culturelles et sociales et qui engendre la marginalité de certains groupes. Eh bien, pour les différences culturelles et sociales, on va avoir une question d'homogénéité, des minorités et des attributs de la japonité. Eh bien, pour l'homogénéité, ça vient avec la société et la culture japonaise qui veut d'elle que ce soit un seul et unique groupe, les Japonais, qui fait en sorte que tous ceux qui sont différents d'elle est vu d'un mauvais œil. Comme par exemple les minorités ou les Buraku, les Ainichi, les Coréens, les Okinawan, les Ainu, comme on a vu dans les cours passés, et les Newcamazu, ou les newcomers, les travailleurs immigrés. Eh bien, pour les attributs de la japonité, comme vous pouvez voir, quand vous êtes un gaijin, un étranger, vous n'êtes pas japonais. Vous n'avez aucun point de plus pour être considéré comme japonais. Tandis que pour les Ainichi, les personnes coréennes, où vous avez la culture, vous avez la nationalité, mais vous n'avez pas
la descendance. Tandis que pour les Nikkeiji, des personnes ayant la descendance japonaise, mais qui n'ont pas la culture ou la nationalité, vous êtes de moins japonais que si vous étiez japonais. Enfin, les questions d'homogénéité et d'attributs de votre japonité engendrent une marginalité envers comme certains cas précis, comme dû à votre descendance, comme je l'ai dit auparavant, à votre occupation comme par exemple si vous êtes travailleur du sexe, à vos actes, vous êtes un criminel, ou à la maladie, comme la lèpre ou la maladie de Minamata. Eh bien, tout ce qui est question du racisme au Japon est une question très compliquée. Mais si vous voulez en savoir plus, payez attention au dernier cours, car ça va être notre sujet. Maintenant, l'impact des politiques strictes sur l'intégration des étrangers au Japon fait en sorte qu'il est difficile de devenir japonais, car avec les concepts d'homogénéité de la population comme vu précédemment, il est difficile pour un étranger de se sentir japonais ou même une personne qui est née au Japon de se sentir japonais car sa descendance n'est pas japonaise, même si on peut être intégré au cours du temps grâce à un visa de travail. Ensuite, voyons les impacts sur la population nationale vieillissante au Japon, au Canada et en Corée du Sud. Comme on peut le voir, au Japon, il y a une très grande partie de la population qui sont en haut de 50 ans, tandis que leur taux de natalité est très bas, 224e sur 227, et qu'ils ont un très haut taux de mortalité. Alors, avec une population vieillissante, il n'y a pas assez de jeunes pour venir les remplacer. Tandis qu'au Canada, nous voyons que la population est moins élevée à partir des 50 ans et plus, comparé au Japon. Mais leur taux de mortalité est mieux, et leur taux de mortalité aussi. Alors, il y a plus de jeunes pour les remplacer les vieux. Et en Corée du Sud, leur taux de natalité est un des plus bas. Mais leur groupe d'âge est quand même assez bien. Plus dans le milieu, comparé au Japon que c'est plus vers le haut, ou que le Canada se retrouve un petit peu plus vers le bas. Et leur taux de mortalité est quand même assez bas aussi. Ce qui aide à voir qu'ils ont une population quand même plus ou moins jeune. Mais pour finir, je vais parler du taux d'immigration et de la population étrangère dans 3 pays différents. Au Japon, comme vous pouvez le voir et comme on l'a dit au début de la présentation, il y a peu de migrants qui rentrent sur 1 million de population et leur population est en majorité, comme vous le savez, japonaise à cause de leur stricte politique d'immigration. Tandis qu'au Canada, il y a beaucoup plus de migrants qui rentrent et que notre population est un petit peu plus mélangée. Et leurs voisins, la Corée du Sud, il y a beaucoup moins de migrants que le Canada, mais leur population est un petit peu plus homogène comparé au Japon et au Canada. Eh bien, c'est fini pour ma partie de la présentation et passons à la conclusion. Alors, bonjour, on est finalement arrivé à la conclusion. Donc, on peut retenir que certains éléments de l'histoire du Japon l'ont mené à adopter une politique plutôt restrictive en matière d'immigration. Le pays a été fermé au monde extérieur pendant 2 siècles, puis réouvert de force à cause d'un ultimatum et obligé de signer des traités non favorables pour lui. L'interférence des autres pays a donc longtemps été vue comme une menace, malgré quelques vagues d'immigration, surtout d'origine chinoise et coréenne, lorsqu'il y avait un manque de main-d'œuvre dans la société. On a vu rapidement les différents statuts que pouvaient posséder les membres de la population étrangère du Japon et la procédure et les critères nécessaires à l'obtention de chacun. On a donc bien pu voir à quel point la politique est stricte à propos de ceux qui peuvent entrer au pays, sauf exception, et ce qui pourrait arriver si on refuse de se plier à elle. Le côté restrictif de la politique actuelle du Japon transparaît de plusieurs façons, comme sa réticence à ouvrir davantage ses frontières malgré sa situation démographique qui décline, le peu de réfugiés qu'il a accueillis jusqu'ici comparé aux autres pays riches et démocratiques, et le peu de mesures qui ont été prises pour attirer les étrangers au pays, qui en plus ne visent que certains individus. Même si le gouvernement japonais reconnaît l'importance d'une politique nationale d'accueil des étrangers, il n'y a pas vraiment fait de démarche pour en élaborer une meilleure.
On a vu que le racisme et la marginalité au pays sont bien présents et que les ressortissants étrangers ont souvent la difficulté à s'intégrer. En plus, puisque le taux de natalité des Japonais est inférieur au taux de mortalité, la population nationale vieillit et la perte nette de citoyens n'est pas compensée par l'immigration comme dans d'autres pays qui y sont plus ouverts. Puisqu'il est déjà difficile d'entrer au Japon et qu'il manque de mesures pour favoriser l'intégration des arrivants étrangers, le taux d'immigration estimé est très faible. Pour finir, comme on l'a mentionné, le Japon est l'un des pays dont la population vieillit le plus vite dans le monde. L'immigration de remplacement, qui pourrait pallier ce problème, fait l'objet de débats et de polémiques encore aujourd'hui. On peut se poser les questions qu'on voit ici à son sujet. Est-ce que ce serait envisageable comme solution? Est-ce que les bénéfices seraient significatifs pour le Japon? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire si on décide de favoriser l'immigration de remplacement comme solution? Il faudrait probablement se pencher sur au moins le système éducatif, la protection des droits de différentes catégories d'individus et sur la création potentielle d'une loi contre la discrimination et ou sur une réforme de l'accès à la nationalité. Ça conclut la présentation. Merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite un bon reste du cours.